L'objectif de cette séquence, c'est de montrer pourquoi et comment l'anthropologie peut s'articuler avec le design. Le design d'usage, c'est une méthode de gestion d'innovation qui combine à la fois pensée intuitive et pensée analytique. Le designer, c'est le professionnel qui crée, qui conçoit des objets qu'on utilise quotidiennement, et c'est le professionnel qui leur apporte un sens esthétique ou fonctionnel particulier. Et bien du coup, fort de ce qu'on s'est dit dans les vidéos précédentes, on imagine qu'il est peut-être intéressant d'explorer les collaborations possibles entre le design et l'anthropologie. Il y a deux concepts clés qui sont au cœur de la démarche du designer et qui vont nous intéresser particulièrement, c'est le concept de valeur d'usage et le concept de prototypage. En clair, l'objectif pour le designer, c'est de voir et de comprendre comment une population, un groupe d'individus se saisit d'un nouvel objet ou d'une nouvelle technique et de voir ce qu'elle en fait. Alors on imagine tout de suite les liens qu'il peut y avoir avec la démarche anthropologique. Mais avant de voir comment concrètement on peut marier le design d'usage et l'anthropologie, je voudrais dire quelques mots de ce qui fonde concrètement la démarche de design d'usage. Le design d'usage, c'est pas simplement concevoir un objet, une pratique ou une technique en laboratoire, de proposer cet objet ou cette technique à une population et de voir ce qui se passe en croisant les doigts pour que ça prenne. En fait non, les maîtres mots du design d'usage, c'est intelligence collective, créativité, intégration des utilisateurs dans la conceptualisation. Concrètement, la démarche de design d'usage nous invite à 4 choses. D'abord, favoriser la co-création. La stratégie d'introduction de nouvelles pratiques ou de création d'un nouveau produit ne repose pas sur les épaules d'une seule personne. L'essence même du concept de design d'usage, c'est la réflexion collective. Au sein du collectif, il faut trouver des profils extrêmement divers et complémentaires. Il faut former des collectifs volontairement hétérogènes. Le design d'usage, c'est un projet pluridisciplinaire, un projet qui est défendu et pensé par une équipe complète, par une équipe la plus hétérogène possible et une équipe qui intègre autant que faire se peut les utilisateurs finaux. Deuxième idée, se mettre à la place d'un designer. Le but, c'est de penser comme un designer. Qu'est-ce qu'on peut améliorer pour faciliter l'utilisation du produit ou du service concerné? Parce que tout aussi performant qu'il soit, un produit ou un service ne rencontrera pas le succès s'il n'est pas adapté à son utilisateur. Il faut que l'utilisateur comprenne que c'est ce qui lui manquait, que c'est ce produit-là qu'il va pouvoir adopter facilement, que c'est ce nouveau produit, ce nouvel objet qui va pouvoir s'intégrer dans sa vie quotidienne. Combien est-ce qu'on compte d'applications pour smartphone qui étaient des applications formidables, qui étaient des applications inventives, qui étaient pertinentes, mais qui n'ont pas décollé, simplement parce que l'utilisateur final s'est dit que le rapport entre l'avantage que pouvait lui procurer cette application et le temps de sa prise en main n'était pas favorable. Troisième idée, tester le produit ou le service dans la perspective de l'améliorer. Pour répondre aux attentes, pour répondre aux besoins des utilisateurs, les concepteurs doivent comprendre les comportements des utilisateurs. Pour améliorer le design d'usage, il est essentiel d'analyser les usages et de corriger les problèmes rencontrés. La phase de conception ne peut pas débuter avant d'avoir testé massivement toutes les possibilités d'utilisation. Et puis enfin, quatrième et dernière idée, anticiper les tendances. Le design d'usage peut parfaitement aller à l'encontre des habitudes des utilisateurs, à condition d'être raccord avec leurs valeurs, avec leurs aspirations ou avec les grandes tendances sociétales. Il arrive que des produits performants et qui marchent soient complètement disruptifs. On a tous été surpris par l'intégration des smartphones dans nos vies. Ça correspondait pas à une demande, ça correspondait pas à une envie,
mais ça répondait à certains besoins d'organisation quotidienne. C'était raccord aussi avec les grandes tendances sociétales de besoins d'immédiateté, d'hyper-individualisation, d'hyper-sociabilité, et ça ne heurtait ni nos valeurs, ni nos dispositions. Donc c'est un produit qu'on n'attendait pas, mais qui a marché. Un produit qui s'est intégré dans notre quotidien. Donc le design d'usage articule les tendances, les besoins et les contraintes. Et même si parfois il arrive que le succès ne soit pas immédiatement au rendez-vous, eh bien il peut suffire d'un petit délai. Il peut y avoir besoin d'un délai supplémentaire pour que on apprivoise le produit et que l'audience s'habitue. Et à ce moment-là, le produit peut très très bien marcher. Historiquement, l'anthropologie, c'est une discipline qui s'est d'abord intéressée aux populations dites exotiques. À l'origine, la compréhension des populations locales devait faciliter le processus de colonisation. Ensuite, la discipline a largement évolué et elle a notamment été utilisée pour mieux comprendre les chances de réussite ou d'échec des projets de développement. On voit donc tout de suite les liens possibles entre l'anthropologie et le design d'usage. Aujourd'hui, une partie de l'anthropologie travaille sur les communautés culturelles et une autre partie de l'anthropologie travaille dans les entreprises pour faciliter la compréhension des cultures, la compréhension des processus de décision, des processus d'innovation et des phénomènes de consommation. Le point commun entre ces deux traditions d'anthropologie, c'est de comprendre la logique matérielle, la logique sociale et la logique culturelle des groupes sociaux et des logiques de changement qui émergent d'une société ou qui s'imposent à elle. Alors forcément, l'anthropologie a intéressé certains designers. L'anthropologie s'appuie sur l'enquête de terrain pour analyser des usages. Une partie du design s'intéresse autant aux utilisateurs qu'aux objets en usage. Donc forcément, la rencontre entre les deux pour appréhender des changements de pratique était non seulement possible, mais aussi potentiellement extrêmement riche. L'objectif d'une démarche qui allie anthropologie appliquée et design, c'est donc de répondre aux attentes des acteurs en focalisant son attention sur les usagers en situation réelle et éventuellement en situation extrême, et sur les contraintes et les tensions à résoudre en situation d'usage plutôt que sur les seuls objets. On est donc très très loin de l'image du designer qui travaille uniquement sur l'esthétique d'un produit. Vous savez pourquoi aujourd'hui beaucoup de flacons de shampoing, beaucoup de bouteilles de ketchup ou de mayonnaise ont le bouchon plat et en bas? Eh bien, c'est parce qu'un jour, un fabricant de ketchup a eu la curiosité de mener l'enquête pour savoir ce que devenaient ces produits une fois qu'ils étaient achetés. Et il s'est rendu compte que les gens avaient eu l'idée de retourner les bouteilles dans le réfrigérateur pour éviter de s'en mettre partout quand ils se servaient du ketchup. En utilisant les sciences humaines en amont et en aval de leur travail de créativité, les designers inscrivent leur discipline dans une perspective plus large, c'est la perspective de l'innovation. Alors l'innovation ne se limite pas à l'invention de nouveaux produits ou de nouveaux services. Elle doit résoudre des problèmes récurrents de la vie quotidienne. Elle doit s'inscrire aussi dans des grandes dynamiques macroéconomiques, comme par exemple aujourd'hui la nécessité de tenir compte des économies d'énergie et des économies de matières premières. L'innovation doit aussi porter des business models plus économes dont on n'a pas forcément encore aujourd'hui tous les tenants et tous les aboutissants. Et puis, l'innovation doit aussi tenir compte de l'acceptabilité sociale, c'est-à-dire de la capacité d'une société ou d'un groupe social à accepter une proposition. Aujourd'hui, par exemple, l'acceptabilité intègre les dimensions environnementales. Eh bien, c'est grâce aux travaux de la sociologie et de l'anthropologie qu'on peut en permanence se faire une idée des grandes dynamiques macrosociales qui vont venir fonder l'acceptabilité de certains produits ou de certaines pratiques. Les pratiques d'innovation classiques qui sont centrées uniquement sur la marque, sur la communication publicitaire et sur l'esthétisation des produits ne suffit évidemment plus du tout. La compréhension des usages pour concevoir les produits, pour concevoir les pratiques et les techniques de demain est absolument essentielle.
L'anthropologie est très utile quand il faut innover, quand les standards, quand les routines qui fondent l'activité d'une entreprise ou d'un secteur ne suffisent plus à apporter des réponses, à fournir des réponses face au monde qui change. On réalise aujourd'hui que le contexte actuel a obligé de nombreuses entreprises à repenser leur mode de fonctionnement pour innover et pour rester compétitives. Eh bien, c'est dans ce contexte que les sociologues et que les anthropologues spécialistes de la consommation et des innovations sont amenés à intervenir. La clé d'innovation réside dans une capacité à résoudre des problèmes de la vie quotidienne. L'innovation relève d'un changement qui mobilise toute l'organisation concernée. Vous voulez innover dans une entreprise, eh bien c'est toute l'entreprise qui va être impactée. Vous voulez innover dans un groupe social, c'est tout le groupe social qui va être concerné. Innover, c'est traverser un champ de force. Autrement dit, innover, c'est soumettre une invention à des logiques contradictoires, à des intérêts contradictoires. Innover, c'est faire passer une organisation d'un équilibre dans lequel toutes les parties prenantes avaient des intérêts vers un autre équilibre dans lequel les mêmes parties prenantes ne sont pas certaines de retrouver un intérêt équivalent. Design et anthropologie peuvent collaborer pour développer une innovation par l'expérience qui s'appuie non seulement sur l'observation des usagers en situation, mais aussi sur la scénarisation d'expériences idéales et de business models innovants. Concrètement, on va procéder par observation ethnographique des pratiques, on va procéder par entretien également pour cerner les niveaux de connaissances, pour cerner les aspirations, pour cerner les valeurs, pour cerner les croyances, pour se faire une idée des problèmes de société, des solutions existantes qui sont déjà présentes dans d'autres secteurs, et on va essayer d'évaluer les contraintes qui pèsent sur les pratiques et sur les comportements. Bon, après, la procédure est classique, proposition de nouveaux scénarios et puis processus de décision. Alors c'est pas forcément la meilleure idée qui va être développée, mais c'est celle qui va être à la rencontre des aspirations, des contraintes et des préoccupations des parties prenantes. Les parties prenantes, c'est ceux qui inventent, c'est ceux qui fabriquent, c'est ceux qui transforment et ceux qui utilisent. Est-ce que ça va coûter cher? Est-ce que ça va être facile à mettre en œuvre? Est-ce que ça va être pratique? Est-ce qu'on va pouvoir convaincre facilement les partenaires de s'engager? Eh bien, c'est toutes ces questions qui vont venir s'agglomérer et la solution qui va être retenue, c'est celle qui répond la moins mal aux plus de questions posées. La démarche anthropologique peut aussi intervenir à ce niveau-là en invitant à mettre à jour certaines des contraintes qui pèsent sur les logiques, sur les comportements et sur les choix des parties prenantes de la réalisation de l'innovation. Quelles sont les croyances, quelles sont les valeurs, quels sont les déterminants culturels ou religieux de ceux qui sont susceptibles de s'investir dans le projet. Dans chaque processus de production des innovations, des éléments vont être gardés, d'autres vont être supprimés ou réinterprétés. En fait, l'innovation ne ressemble jamais vraiment à ce qui avait été imaginé au départ.